bonjour et bienvenue dans ce débat depuis le Parlement européen de Strasbourg, après le Brexit qui avait fait craindre un effet domino dans toute l'Europe, après une politique chaotique sur la question des réfugiés, après aussi la montée des populismes et puis un certain nombre d'autres échecs qui ont attisé les mécontentements dans l'Europe. On donnait pas cher de l'Union européenne, ça a été un petit peu l'actualité des derniers mois, critiqué de toutes parts, on ne voyait aucun signe qui donne l'impression que l'Europe avait l'intention de changer de cap. Alors aujourd'hui, on entend de plus en plus, depuis quelques jours, on allait dire presque, parler de refondation de l'Europe. Témoin encore hier les propos qui ont été tenus entre Angela Merkel et le nouveau président de la République française Emmanuel Macron. Relancer l'Europe, sur quelle base et comment adresser des messages qui soient clairs aux Européens, sachant que nous sommes à 2 ans maintenant des prochaines élections européennes, c'est-à-dire que c'est bientôt. On en parle avec vous, Yannick Jadot, vous êtes député européen des Verts, Alliance Libre Europe, Guillaume Balas, vous êtes vous aussi député européen, socialiste et démocrate, et Patrick Le Yarrick de la gauche unitaire européenne, gauche verte nordique. Est-ce que vous avez l'impression comme ça qu'on est en train de tourner un petit peu la page d'une Europe décriée par tout le monde? On ne va pas dire qu'il y a un vent nouveau qui souffle sur l'Europe, mais est-ce que vous sentez une petite brise quand même se profiler, Guillaume Balas, non? Moi, c'est un peu l'inverse. Depuis 6-8 mois, je trouve que les velléités qui avaient été celles, notamment de la Commission européenne et de Juncker au départ, de dire il faut un peu réorienter l'Europe, un peu de social, faire une Europe plus proche des citoyens, c'est en train un peu de tomber. C'est-à-dire que tout ce qu'on peut lire comme texte aujourd'hui, les décisions qui sont prises, je trouve qu'il y a une revanche au contraire des libéraux, une revanche des pro-marchés. Le livre blanc notamment présenté par Juncker est quand même extrêmement vide, et d'ailleurs je pense que c'est le moment de faire des contre-propositions, et je trouve qu'on va voir, il ne faut pas faire de procès d'intention, mais hier la paire Macron-Merkel, si l'ambiance visiblement était détendue et bonne, et c'est plutôt une bonne chose, s'inscrit quand même dans un moment où l'Allemagne a mis une pression maximale sur Macron dès le début de son élection, voire même avant son investiture. Et donc, je n'ai pas bien compris encore quel était le sens de cette refonte, parce que c'est bien de prononcer ces mots, mais il faut savoir... Ça veut dire quoi? Refonte des traités européens, pour le commun des Européens, on se pose la question, quoi. C'est mystérieux pour l'instant, pour le moins. Absolument, c'est pour ça que je crois qu'il est très important maintenant que notamment tous les progressistes, les écologistes, la gauche au Parlement européen et ailleurs fassent des propositions ensemble. On ne peut pas être simplement dans la critique de ce qui est en train de se passer. Il est très important de donner des signes. C'est ce qu'on essaie de faire notamment au sein du Progressive Caucus où on va sortir une forte proposition justement pour contre-proposition à Juncker. Yannick Jadot, on a quand même l'impression là depuis très peu de temps en réalité que l'Europe revient un peu quand même au devant de la scène de l'actualité, ce qui n'était pas le cas, ou en tous les cas quand on en parlait c'était dans des termes très très mauvais. Là on a l'impression quand même qu'on va parler d'Europe et que les problèmes européens vont être de nouveau dans l'actualité pour tout le monde et pour les Européens tout simplement. Alors l'Europe est au cœur des débats politiques de nos pays, parce que finalement l'Europe incarne à tort ou à raison, la mondialisation qui fait tomber beaucoup de repères, qui perturbe, elle est incertaine, instable pour tout le monde, il y a beaucoup de perdants, il y a aussi des gagnants, et donc d'une certaine façon, l'Europe, le débat sur l'Europe, c'est le débat de la mondialisation pour les pays européens. Donc à la fois, il y a toute la dernière offensive, y compris qui a abouti au Brexit, mais en même temps, quand on regarde ce qui se passe en Grande-Bretagne, le soleil se lève toujours à peu près à la même heure et ça n'a pas changé leur situation économique et sociale en mieux, au contraire. Ce qu'on voit finalement pour les nationalistes, c'est que le retour à une forme de souveraineté construit plus de soumission aux puissances économiques qu'une sorte de libération par rapport à ces puissances économiques. Qu'est-ce que demande le gouvernement britannique avec le soutien de l'extrême droite? C'est du libre-échange avec l'Europe, du libre-échange avec les États-Unis. Ils veulent mettre en place du dumping fiscal pour attirer de manière scandaleuse les entreprises et ils veulent protéger la City. Donc, y compris, c'est à l'inverse de tout le discours des extrêmes droites. Et en même temps, puisqu'il y a les élections en France, les élections en Allemagne, c'est quand même 2 gros pays de l'Union européenne où le débat sur l'Europe est fondamental. Donc on a à la fois, comme le dit Guillaume Balas, une Commission européenne qui prétend intégrer ces débats, mais pour dire à la fin, finalement, il y a le débat entre ceux qui sont pour la société ouverte, donc le libre-échange, donc la dérégulation, ou
les identitaristes ou ceux qui sont pour l'isolationnisme, les nationalistes. Mais en même temps, je crois qu'après le Brexit, même Angela Merkel a compris que le statu quo n'était plus tenable. Donc le grand sujet d'aujourd'hui, c'est est-ce qu'effectivement l'élection en France et l'élection en Allemagne vont donner l'espace sur la question sociale. On sait que c'est un enjeu absolument majeur, que l'Europe soit utile du point de vue social. On va en parler en détail de ces questions-là. Est-ce que l'Europe va être une zone d'investissement et enfin on va de nouveau créer des emplois utiles sur la transition énergétique? Est-ce que l'Europe va arrêter d'être cette petite mondialisation libérale, austéritaire et technocratique que les Européens ont raison de détester, mais qui ne doit, selon moi, pas nous faire revenir sur l'ambition énorme qu'on doit avoir sur l'Europe pour peser face à Trump et à Poutine, par exemple. Patrick Le Yarrick, sur cette remontée un petit peu du débat européen, y compris en France. Bon, on est ici dans une ambiance évidemment européenne, mais vous êtes tous les trois français, députés européens mais français. Y compris en France, on sent que cette question de l'Europe est de nouveau, encore une fois, à l'ordre du jour, alors que ce n'était plus vraiment le cas au cours des précédents mois, comme on le disait tout à l'heure. Moi, je trouve qu'on a sorti depuis quelques semaines là, beaucoup la trousse à maquillage. Et une chose est de parler de l'Europe, mais ce qui est le plus important, c'est de parler des politiques européennes, des choix politiques qu'on va faire. La question n'est pas de savoir si on est pour ou contre. D'ailleurs, le mot Europe est un concept géographique. Personne n'est contre ça. Et personne n'est contre la solidarité européenne aujourd'hui, mis à part quelques souverainistes à droite, à gauche. Mais la question fondamentale qui est posée aujourd'hui, c'est de répondre aux aspirations populaires, de répondre aux défis mondiaux, aux défis de santé, aux défis de transition environnementale, aux défis d'emploi, aux défis de progrès social. Or, on s'est détourné de ce qu'il y avait de bien dans le traité de Rome, c'est-à-dire les enjeux de solidarité entre peuples, entre États, les enjeux de protection sociale, les enjeux d'harmonisation sociale. On s'est détourné de tout cela et donc on devrait faire porter le débat sur les choix politiques qu'on a à faire et non pas sur le fait qu'au nom d'un concept un peu neutre qui s'appelle Europe, eh bien, on peut nous imposer n'importe quelle politique. Par exemple, il était bizarre qu'un commissaire européen se rendant au bureau national du Parti socialiste disait des choses très bien au sein du bureau national du Parti socialiste pour la gauche, mais de retour ici, disait au président de la République, mais faites attention, vous devez respecter les critères, vous êtes... Bon, certes, il est dans son travail, dans ses missions, mais dire cela aboutit au fait qu'on ne sort pas des politiques de restriction de crédit, etc. Alors que c'est ce qu'il faudrait faire aujourd'hui. Peut-être qu'on va avoir un peu plus de croissance, peut-être qu'on va pouvoir créer un peu plus d'emplois, peut-être qu'on pourrait donner un peu d'avenir, un peu et de formation et d'avenir, de travail aux jeunes. Peut-être qu'on pourrait relancer de nouvelles activités, peut-être qu'on pourrait s'engager dans un projet de transition environnementale créateur d'emplois. Donc c'est ça qu'il faudrait mettre sur la table. Et donc il faut un débat public, un débat dans les peuples. Parce que si ça reste entre nous dans les institutions, malheureusement ça restera trop loin des gens. Alors on peut en dire deux mots d'ailleurs de ce que pensent les gens. L'Eurobaromètre, je ne sais pas si vous l'avez vu, est sorti, le dernier Eurobaromètre est sorti sur un peu l'état de l'opinion par rapport aux questions européennes. On voit que les préoccupations des gens, c'est un, chômage, deux, environnement, c'est valable pour la France également, lutte contre le terrorisme bien sûr, et puis lutte contre l'évasion fiscale. Prenons ce premier point qui est central, et vous en parlez en filigrane, mais entrons un peu plus précisément dans cette question-là, puisque à l'intérieur d'un groupe dont vos groupes font partie, on parlait tout à l'heure de Progressive Caucus, vous en parlez, l'économie de relance et de solidarité, c'est bien de ça dont il est question à l'heure actuelle. Ça veut dire quoi concrètement? Qu'est-ce qu'on peut dire concrètement aux gens à l'heure actuelle pour leur dire il faut que l'Europe se dirige vers cette économie de relance et de solidarité dont vous parliez tous là
D'abord, il y a un premier point, c'est que moi je considère aujourd'hui qu'il y a la concurrence entre trois forces politiques au sein de l'Europe. Il y a les nationalistes, ça a été très bien expliqué. Il y a les libéraux, aujourd'hui les forces libérales qui sont très puissantes et qui ne sont pas du tout avachées comme on le pense, qui sont en train de gagner à peu près partout en Europe et qui d'ailleurs souvent sont plus efficaces face aux nationalistes, malheureusement on peut le constater encore en Allemagne, que la troisième composante, qui est la composante de progrès social et écologique. Et le problème, c'est que cette composante de progrès social et écologique aujourd'hui, elle est affaiblie, elle est divisée, elle est en sale état. Or, elle est absolument essentielle car il n'y a qu'elle qui pourra porter notamment les enjeux que vous venez là d'indiquer, c'est-à-dire de considérer que nous sommes dans une période de déflation longue, et moi je pense que ça continue. Conjoncturellement, ça pourra peut-être aller un petit peu mieux, c'est possible, ça arrive, mais structurellement, nous sommes là-dedans. Et donc, il y a un besoin aujourd'hui d'intervention publique et de relance extrêmement puissant, mais évidemment pas à l'ancienne. C'est-à-dire qu'il faut se tourner vers les activités de demain, comme Yannick Jadot le disait, et notamment sur la question des emplois dans la transition énergétique, dans la transition écologique de manière globale. C'est du bon sens. Or, aujourd'hui, qu'est-ce que l'on peut constater? C'est qu'on nous met à chaque fois des barrières là contre. Et il y a une bataille essentielle qui va commencer, c'est que la Commission propose une directive service, qui est la libéralisation absolue de tous les services aujourd'hui, qui va mettre le feu en réalité à la question européenne, parce que les gens vont être extrêmement angoissés par cette directive, puisqu'il n'y aura plus aucune forme de régulation, notamment par les États-nations sur la question du marché intérieur. C'est la plus mauvaise des solutions. Continuer la libéralisation aujourd'hui des activités économiques, c'est tuer l'Europe. Il faut au contraire réinvestir l'idée d'une puissance publique européenne capable d'investir dans l'avenir et dans les activités nouvelles. Je crois qu'aujourd'hui c'est essentiel. C'est le bon sens et pourtant on voit bien qu'on a des forces très hostiles en face. Vous êtes d'accord avec ça, bien sûr, oui. Et que faire? Que faire? La Banque Centrale Européenne sort tous les mois 60 milliards d'euros pour racheter des dettes sur le marché secondaire. C'est 60% de cet argent d'ailleurs va vers l'Allemagne, ce qui montre bien qu'il n'y a plus d'enjeu au niveau de cette création monétaire, il n'y a plus d'enjeu de solidarité. Mais on donne de l'argent aux banques, on rachète des dettes. Et finalement, ça participe d'une bulle financière et bancaire et ne finance pas l'économie. Ce qu'on avait proposé pendant l'élection présidentielle, c'est justement que ce qu'on appelle le quantitative easing, donc cette création monétaire, c'est de la création monétaire européenne, plutôt que d'aller vers du rachat de dettes, aille vers le financement direct de l'économie. Et là, c'est des dizaines et des dizaines de milliards d'euros, les mêmes qui existent. Il ne s'agit pas de réinventer, les mêmes qui existent, qui vont vers l'économie réelle. Si on arrivait à mettre ça sur à la fois, effectivement, la transition énergétique, l'Europe dépense 1 milliard d'euros par jour vis-à-vis des pays dont on importe le pétrole et le gaz, la Russie et les pétromonarchies du Golfe. Reconnaissons qu'on serait plus indépendant ou moins dépendant de ces pays-là, on se sentirait mieux, y compris, ça nous éviterait quelques complaisances. Mais c'est un des secteurs qui sont extrêmement créateurs d'emplois sur tous les territoires, parce que c'est de l'aménagement local. Le deuxième secteur important, c'est évidemment aussi l'économie numérique. On ne va pas passer d'être une colonie américaine aujourd'hui à une colonie chinoise demain. Il faut qu'on ait une puissance européenne de ce point de vue-là. Troisième secteur, la santé. Le secteur de la santé est un secteur extrêmement menacé en Europe du fait des vieillissements de population et des vieillissements des personnels, du fait des nouveaux besoins. Là aussi, c'est extrêmement créateur d'emplois et de protection des Européennes et des Européens. Il y a le projet d'une communauté européenne des énergies renouvelables. En 1952, on avait fait la communauté européenne du charbon et de l'acier. C'était pour notre indépendance énergétique et reconstruire l'industrie. Et bien, on a le même enjeu, mais sur d'autres énergies. Et puis enfin, si on investit, ça nous permet de rediscuter avec les pays d'Europe de l'Est sur la directive des travailleurs détachés pour éviter le dumping social. Ça nous permet de réconcilier le nord et le sud de l'Europe et qu'on arrête d'humilier les peuples du sud autour de la régression économique et de la régression sociale. Ça nous permet de remettre de la solidarité dans nos sociétés et ça nous permet de rediscuter de la solidarité aux frontières de l'Europe. Donc c'est vraiment, il y a un moment où il faut que l'Europe, elle soit, si l'Europe, imaginez, effectivement, Macron est allé voir Merkel hier. Il a tenu le même discours qu'Hollande il y a 5 ans, quasiment jour pour jour. C'est
on va refonder, on va faire plein de trucs, mais avant, on a bien compris qu'il fallait qu'on fasse la démonstration qu'on peut être aussi austéritaire que machin. Il a tenu le même discours. Imaginez qu'Hollande ait tenu il y a 5 ans face à Merkel, qu'il ait dit investissement, investissement, renégociation des traités. Si l'Europe avait créé des emplois plutôt que d'en détruire ces 5 dernières années, je peux vous dire que le débat sur l'Europe aujourd'hui, ce ne serait pas le même. Donc c'est pas... Bien sûr qu'il faudra changer à un moment les traités, mais choisir l'investissement, on peut le faire demain. Patrick Le Yarrick, c'est une analyse que vous partagez. Et comment faire pour la faire avancer, à mon avis? Oui, parce que là, dans ce que vient de dire Yannick, là, il y a quelque chose d'extrêmement important dans la rencontre qu'il y a eu hier soir. Parce que, au fond, Mme Merkel, elle a dit à peu près oui en apparence à ce qu'a dit le nouveau président de la République. Mais surtout, elle attend 2 choses. Est-ce qu'on va respecter les règles budgétaires, c'est-à-dire les réductions de crédits publics annoncées, et deuxièmement, la réforme de ce qu'ils appellent la réforme du marché du travail. Ça, c'est la contrepartie. Mais ce sont des contreparties qui nous emmènent dans l'impasse. Par exemple, le gouvernement portugais, le gouvernement de gauche portugais, lui, il fait... dans un cadre quand même qui est contraint, il fait l'inverse de cela, puisqu'il tente de sortir des politiques d'austérité et au bout du bout, ils ont une politique de relance et comme on dit parfois de croissance, c'est-à-dire de redéploiement. Donc on voit bien que ce n'est pas le bon chemin. Et le chemin aujourd'hui, je crois, c'est d'associer les citoyens, les peuples, dans un débat sur les moyens de résoudre des contradictions auxquels on est confronté. On sait bien qu'on n'arrivera pas le premier jour tous d'accord, on a des contradictions objectives, même entre peuples, entre citoyens. Mais par exemple, dans un cas comme Whirlpool, qui a fait beaucoup l'objet de beaucoup de débats, mais sans aborder la question de fond. Whirlpool est une entreprise privée. On dit on ne peut pas grand-chose dans le cadre actuel contre une entreprise privée de surcroît à capitaux nord-américains pour aller en Pologne. Mais il y a au moins des choses qu'on pourrait dire et faire. Les fonds publics dont bénéficie cette entreprise, elle doit les rembourser, puisque non seulement pour faire fonctionner une entreprise, ils ont des fonds publics, mais ils ont des installations publiques. Il faut des routes, il faut des trains, il faut un prix de l'énergie extrêmement bas comme nous le faisons. Secondement, elle va dans une zone franche en Pologne. Eh bien, pourquoi il n'y aurait pas un débat sur le fait de savoir si dès lors qu'on va dans une zone franche, et qu'on fait mourir ici un territoire et des familles entières, le différentiel d'impôt entre la zone franche et ce qui devait payer à Amiens, est-ce que ça ne doit pas revenir sur Amiens de telle sorte que cette entreprise puisse être reprise soit par les salariés eux-mêmes, soit par une autre entreprise? Parce qu'il n'est pas vrai qu'on n'aura plus besoin d'électroménagers fabriqués en France demain. Donc il y a bien des choses aujourd'hui à mettre sur la table qui soient un peu différentes du théâtre devant des caméras, le temps d'une campagne électorale. Il faut bien maintenant aborder les questions. Or, dans les questions, le fait qu'on ait ces distorsions, ces différentiels de concurrence énormes en matière sociale, en matière fiscale, dès lors qu'on ne fait pas l'harmonisation fiscale et l'harmonisation sociale, continuera à provoquer des problèmes comme cela. Or, pourquoi on ne discute pas? Par exemple, moi, je ne demande pas d'appliquer des propositions ultra radicales, mais au moins mettons en débat la question d'un socle minimal d'impôt sur les sociétés pour arrêter cette concurrence. Débattons des moyens avec un calendrier, avec un temps. On sait bien qu'on va mettre beaucoup de temps sur la progressivité des salaires dans certaines zones. Parce que Whirlpool ne fera pas moins de profit. C'est d'ailleurs pour en faire plus qu'elle se délocalise. Pourquoi on n'inverse pas la logique et on dit mais puisque vous allez améliorer vos profits, contribuez à l'Europe sociale en augmentant les salaires que vous payez déjà, parce qu'il y a déjà des salariés Whirlpool en Pologne bien évidemment, contribuez à augmenter petit à petit les salaires là-bas. Donc il y a quand même des chantiers énormes, mais ça nécessite ce débat public et ça nécessite que les syndicats et les associations... Est-ce que ça ne veut pas dire que la démocratisation de l'Europe
guillemets réelle entre dans les faits, et comment est-ce qu'elle peut entrer, je crois que vous l'appelez tous de vos voeux, cette démocratisation, comme une des clés de toutes les questions européennes à l'heure actuelle, et non pas simplement comme un élément en plus par rapport au fonctionnement de l'Europe, mais comme un élément de base, un élément clé, démocratisation de l'Europe, du débat européen. Comment y arriver? Est-ce que c'est un de vos objectifs? Moi, je suis frappé quand même par une chose, je vais répondre à votre question, mais sur le fait que sur les contenus, aujourd'hui, il y a des contradictions, et Patrick Le Yarrick a raison, entre nations, parfois entre sensibilités politiques, y compris progressistes. Néanmoins, moi, je suis frappé du fait que, oui, c'est vrai, mais je suis quand même frappé du fait que tout ce qu'on a dit là, nous le partageons. C'est-à-dire qu'il y a un programme, il y a un programme quand même qui n'est pas si minimum que ça, qui peut aujourd'hui réunir très largement non seulement les progressistes français, mais au-delà. Moi, j'en suis absolument convaincu. Simplement, la force de mener déjà ce avec les débat... progressistes français, non? Oui, on va essayer, mais ça serait intéressant. On ne dévie pas, Ça serait intéressant, j'y tiens. Ça serait intéressant, j'y tiens, mais je pense que ça passe aussi justement par des actions européennes. Les deux sont liés. On ne peut pas séparer en réalité les deux. Parce que si nous ne sommes pas rassemblés et unis par rapport aux deux forces que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire les forces nationalistes et les forces du marché libéral et leur incarnation politique, alors nous ne savons pas résister, et nous sommes donc renvoyés à nos contradictions. D'où évidemment la question de la démocratie, que nous devons porter nous. Il n'y a que nous qui la porterons en réalité. Les libéraux n'ont pas réellement besoin de démocratie, j'allais dire, aujourd'hui, de représentation des peuples. Alors après, il y a des débats. C'est vrai qu'on a porté avec Yannick pendant la campagne le fait qu'avoir une démocratisation aujourd'hui de la zone euro, puisque la monnaie aujourd'hui a été un transfert partagé, mais qu'il n'y a pas de maîtrise des peuples sur les politiques publiques qui accompagnent cette monnaie, quand il y a des politiques publiques, ce qu'il disait tout à l'heure sur le quantitative easing, qui est aujourd'hui, j'allais dire, complètement indépendant de ce que veulent les peuples en réalité, puisque c'est des choix autonomes faits par la Banque Centrale Européenne avec l'accord des gouvernements, eh bien c'est vrai qu'une assemblée parlementaire par exemple de la zone euro, après on peut discuter de sa composition, de son rôle, mais par exemple sur la fiscalité, sur l'impôt sur les sociétés, elle pourrait être extrêmement utile. Eh bien là on voit qu'il peut y avoir des convergences qui sont des convergences utiles. Il y a d'autres, tout à fait évidemment là-dessus, il y a d'autres sujets sur lesquels la démocratisation peut fortement avancer. Et d'ailleurs, y compris la Cour européenne de justice nous donne raison. On s'est battus tous pour faire une grande pétition européenne contre le TAFTA et le CETA, Initiative citoyenne européenne. On s'était battus pour que les citoyens aient cette capacité d'interpellation des institutions européennes pour les obliger à prendre en compte des sujets qu'elles ne voudraient pas forcément. La Commission avait rejeté d'un revers de main à l'époque, quand ça avait été rejeté, il y avait déjà 3 millions de signatures. Et bien la Cour européenne de justice vient de contester la volonté de la Commission européenne de négocier des traités sans les citoyens, parce qu'elle sait bien qu'elle le fait souvent contre les citoyens. Deuxième décision de la Cour de justice, y compris là qui va contre la Commission européenne, elle pensait que ces accords de libre-échange avec le Canada ou avec les États-Unis, CETA, TAFTA, devaient se faire dans les processus de ratification sans les parlements nationaux. Pourtant, on sait à quel point ces accords de libre-échange ont un impact énorme sur notre souveraineté démocratique, y compris à l'échelle nationale. Et bien là encore, la Commission européenne vient de perdre contre la Cour européenne de justice. Donc il y a aussi un espace à occuper. Et il y a aussi l'espace du Parlement européen. La réalité, c'est que souvent le Parlement européen, et tous les trois autour de la table, nous le regrettons, n'assume pas ses responsabilités. Quand le budget européen, sur certains sujets, est profondément réduit, le Parlement européen pourrait rejeter. Il y a plein de sujets sur lesquels le Parlement européen n'est pas obligé de s'aligner sur la grande coalition des sociaux-libéraux et des chrétiens-démocrates. Donc c'est aussi la responsabilité du Parlement européen d'assumer son rôle de contre-pouvoir et de défense de l'intérêt général européen. Donc il y a aussi des espaces qu'on pourrait mieux occuper, mais à un moment donné, si vous voulez, quelle que soit la démocratisation des politiques, à un moment donné, s'ils sont des élus qui mettent en place des politiques que moi je conteste, s'ils ont la majorité dans les élections, c'est aussi la démocratie qui s'exprime. Je peux le regretter. Mais si on me dit que les peuples européens ne sont pas contents des politiques libérales et austéritaires, il va falloir à un moment donné aussi qu'on s'explique avec les citoyens européens pourquoi ils votent pour des gouvernements qui imposent ces politiques. C'est aussi notre capacité à convaincre les citoyens européens que l'Europe
peut être un beau projet de civilisation, un beau projet de mobilité pour les jeunes et les moins jeunes, un projet de solidarité, un projet des droits humains, un projet de la protection de l'environnement, et que jusqu'à maintenant, malheureusement, ce que nous représentons comme idée, reconnaissons-le aussi, est minoritaire dans ce Parlement européen. Patrick Le Yarrick, on le disait tout à l'heure, 2 ans élections européennes, donc c'est bientôt. Sur quoi vous allez les uns et les autres accrocher pour convaincre les électeurs, justement? Moi, je ne suis pas en permanence dans les élections. Je ne raisonne pas du tout comme ça. Je crois qu'il faut raisonner du point de vue de l'intérêt immédiat des gens, c'est-à-dire que pouvons-nous régler immédiatement pour améliorer un tant soit peu leur sort. Ça, c'est une question extrêmement importante. Mais en plus. Moi, je verrais bien un système, alors c'est peut-être compliqué à faire, mais moi, je verrais bien un système où on pourrait lancer à plusieurs peut-être, en associant des associations, des syndicats, des organisations non gouvernementales qui sont dans l'action sur une série de questions, notamment le libre-échange, pour leur dire, écrivons ensemble un autre projet, voire commençons à écrire ensemble un brouillon de traité. On a 2 ans pour le faire et quel chemin on prend pour une Europe solidaire, une Europe sociale, une Europe environnementale, une Europe féministe, une Europe antiraciste, en quelque sorte une Europe qui porterait l'humanisme et le progrès. Moi, je verrais bien un processus comme ça qu'on lancerait dans chaque pays européen, en commençant, je crois, par le niveau peut-être pas des collectivités, mais au moins le niveau régional, puis faire après des états généraux nationaux pour aboutir à des états généraux de la refondation progressiste et démocratique européenne. Alors juste un mot pour terminer, on l'a dit, vous êtes tous les uns les autres, bien sûr députés européens, mais vous avez tous été impliqués, et vous continuez à l'être bien sûr dans les 2 élections, la présidentielle et les législatives. Est-ce que ce que vous envoyez en ce temps T, là, c'est-à-dire après les résultats de la présidentielle et avant les législatives, quelle réflexion ce qui vient de se passer en France vous a apporté? Qu'est-ce que ça a nourri chez vous comme réflexion sur la situation de l'Europe en général? Est-ce qu'il y a eu des choses qui vous ont fait un peu bouger, qui vous ont fait penser un peu les choses différemment? En quelques mots simplement. Moi, je crois qu'il y a une très grande peur, notamment, je vais parler un petit peu cash, mais des milieux dirigeants européens qui, devant la poussée nationaliste, se réinventent. Et je pense que ce qui se passe en France, notamment avec Emmanuel Macron, à qui je ne jette pas la pierre et qui a des qualités, en tout cas il faudra qu'il en fasse la démonstration, c'est qu'il incarne cela, c'est-à-dire un rajeunissement aujourd'hui, une nouvelle formule pour qu'un peu ça continue comme avant, quoi. Et donc la question qui se pose à la gauche, aux écologistes, c'est de savoir comment y répondre. Et il est certain que moi je suis persuadé aujourd'hui qu'en termes programmatiques, on a plein de choses en commun qui peuvent nous y amener. Simplement, il faut construire. Et donc, il va falloir, notamment dans la perspective de ces 2 ans, pour arriver jusqu'aux élections européennes, savoir franchir les frontières. Franchir les frontières nationales. Est-ce qu'on est capable de discuter avec d'autres, dans d'autres pays, pour construire notamment peut-être des listes communes, enfin voir comment on fait, et franchir les frontières entre nous qui existent, de tradition, de sensibilité, pour voir si nous sommes en capacité de se rassembler. C'est pas pour survivre nous, parce que ça n'intéresse personne, mais c'est vraiment au profit aujourd'hui des populations qu'il faut se poser la question. Le second tour de l'élection en France, on peut se réjouir que Marine Le Pen soit sous 40%, parce que c'était un moment ce qu'on lui donnait. Imaginez 40% l'extrême droite en Allemagne. Ce serait un choc démocratique, public, à l'échelle mondiale. Mais c'est en France et ça ne veut pas dire moins. Donc elle est à 35%, tant mieux. Les Français ont marqué, mais elle fait quand même 2 fois plus de voix qu'en 2002, que son père a fait en 2002. Donc de toute façon, si on ne répond pas aux défis du moment, le chômage, les inégalités, la précarité, les défis environnementaux, la santé, qui sont là pour demain, mais qui sont déjà là aujourd'hui, dont on souffre déjà aujourd'hui. Si on ne répond pas à un besoin d'un projet de civilisation, pas dans un relativisme de civilisation, de dire c'est quoi une civilisation? C'est ce que disait Patrick tout à l'heure, c'est autour de l'humanisme, autour de la solidarité, autour du respect de la diversité, autour de la lutte contre le racisme, autour des droits humains, autour de l'état de droit et de la démocratie.
Si on n'est pas capable, dans ce moment-là, de répondre à ça, mais il ne faut pas se raconter d'histoire. Dans le schéma libéral, les inclus, les gagnants seront de moins en moins nombreux. Les perdants de la mondialisation et les perdus de l'Union européenne seront de plus en plus nombreux. Donc la bascule, elle va se faire. Donc soit on est en capacité, et l'Europe est un outil indispensable pour sortir des crises, soit on est en capacité de produire de l'emploi qui a du sens, de produire de la solidarité entre les territoires et de reproduire du plaisir avec l'autre plutôt que du rejet ou de la haine. Et c'est comme ça qu'on battra tous les replis, les communautaristes et les identitaristes. Sinon, ça va être le bazar. Donc, convaincons. Mais ce n'est pas dans 2 ans. Ce n'est pas pour la prochaine élection européenne. C'est demain. Enfin, c'est aujourd'hui et demain. Patrick Loyaric, juste par rapport à cette question nationale, disons bilan et la manière dont vos réflexions sur ce qui vient de se passer en France et ce qui va se passer dans les semaines qui vont venir et la situation européenne, comment ces deux choses-là ont marché ensemble? Vous avez réfléchi à ces questions-là? Moi, ce que je crains, c'est que nous avons quand même un président de la République et dans le gouvernement qui est en train de se former. La tendance, c'est quand même de continuer à pousser notre pays dans ce chemin entamé depuis maintenant quelques années, c'est-à-dire de nous conformer au canon européiste au sens politique, c'est-à-dire au sens du libéralisme européiste. Premièrement. Deuxièmement, il y a un très mauvais calcul, je crois, qui se fait. À force de ne pas respecter la diversité, à force de croire que c'est les systèmes de grandes coalitions qui vont nous emmener dans un hypothétique havre apaisé, on va provoquer le pire. Parce que quand il y a des grandes coalitions, on empêche la diversité de s'exprimer et on empêche la confrontation et l'altérité, le mélange d'idées, le mélange d'opinions. Et chez nous, c'est ce qui va se passer. Et ça va se passer avec ce risque quand même grave. Nous avons participé activement à battre l'extrême droite pour le second tour de l'élection présidentielle, mais il y a un mauvais goût quand même qui reste. C'est que les gens au bout du bout, ils disent mais on a été privé d'un débat contradictoire parce que dès le début on leur a dit elle est tellement haute qu'on a dit à des électrices et des électeurs votez pour celui-là parce que vous empêcherez un second tour entre M. Fillon et Marine Le Pen, ce qui était le pire pour eux. Et au second tour, donc des électeurs de gauche ont été dès le premier tour barrer ça. Et au second tour, on a dû faire une nouvelle fois la même chose. Mais au bout du périple, contrairement à ce qu'on dit, on crée les conditions pour faire monter les forces populistes qui, eux, agissent comme un filet qui ramasse toutes les colères et emmèneront ces colères dans une impasse mortifère. Et donc, moi je crois que ce qui est en train de se jouer là, du point de vue du pluralisme politique, de la diversité, dire on est tous d'accord et toute chose est égale par ailleurs, n'est pas du tout une bonne chose. Et c'est pour cela que les forces progressistes, les forces de l'écologie politique, les forces socialistes, les forces communistes, les syndicalistes, tout le mouvement associatif et ceux de la création culturelle doivent se retrouver pour discuter de cela. Je ne leur dis pas qu'on doit être d'accord, mais au moins qu'on discute de cela et voir comment on affronte ce problème. Parce que malheureusement, Guillaume a dit tout à l'heure, c'est une immense lessiveuse qui est à l'ouvrage parce que le ni le ni droite ni gauche, le et droite et gauche, ça ne modifie pas les structures de la société, ça ne modifie pas les structures de domination et d'exploitation. Au contraire, ça crée les conditions pour les faire accepter. Mais quand les gens seront encore demain plus dos au mur et quand il n'y aura pas de perspective à gauche parce qu'on aura tout détruit autour de soi, eh bien ce sera encore plus difficile et les gens seront encore plus en difficulté. Merci à vous, merci beaucoup d'avoir pris sur votre temps. Merci à vous qui nous avez suivis. Au revoir, à bientôt. Au revoir.